Bonsoir à tous. Ça me fait extrêmement plaisir d'être devant vous ce soir pour la première fois au Paris JS pour moi, pour vous parler un petit peu de mon projet perso autour de l'aéronautique. Du coup, merci à vous de votre accueil. Je me présente rapidement. Du coup, je m'appelle Foucault, j'ai 26 ans. Je suis passionné d'aéronautique. Pendant la semaine, je suis architecte développeur chez Théodo, une société que vous connaissez peut-être. Et le week-end, donc comme je disais, comme tout passionné d'aéronautique, qui n'a pas malheureusement le brevet de pilote, je joue à un simulateur de vol qui s'appelle X-Plane. Ça, c'est X-Plane. La vidéo est pas trop mal. Donc c'est un simulateur de vol assez réaliste, assez sérieux. Moi, j'y joue aussi en mode plutôt serious game. Donc c'est-à-dire que je vais pas prendre un avion de chasse et faire des loopings, je vais plutôt prendre un avion de ligne, décoller, faire un vol avec la radio, le pilote automatique, la totale. Voilà. Donc c'est là que partent mes dimanches après-midi. Et donc un dimanche après-midi justement du mois de décembre 2014, un truc comme ça, j'étais en train de faire un vol transatlantique. Ça dure vraiment 7 heures, hein. Et donc je décolle, je suis en croisière, autour de moi il n'y a que de l'eau. Et du coup j'aimerais bien savoir un peu où j'en suis parce que 7 heures c'est un peu long. Et donc du coup j'ouvre la carte d'X-Plane. Ça c'est la carte d'X-Plane. Alors la carte d'X-Plane, donc il n'y a pas beaucoup de détails, hein. Si vous êtes fin géographe, vous reconnaissez peut-être que c'est la côte est de l'Irlande, ça. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'infos. Et ce que vous voyez là, c'est le niveau de dézoom maximum. Je ne peux pas dézoomer plus que ça. Donc moi, j'étais au milieu de l'eau visuellement. Sur la carte aussi, je voyais que de l'eau parce qu'il n'y avait pas de terre. Et donc du coup, la carte, elle n'était pas du tout utile. Et en plus, cette carte, en fait, dans le simulateur, quand on l'ouvre, elle met en pause le simulateur. Donc plus on essaie de savoir où on en est, moins le vol avance. Donc c'était horrible. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait quand même vachement bien si je pouvais mettre mon avion sur une petite Google Map à côté, où je verrais en live ma position, je pourrais changer d'onglet, enfin, la regarder dans une Google Map à côté. Et là, je me suis souvenu de deux choses. Je me suis souvenu d'abord que X-Plane, donc le simulateur, il peut exporter sur le réseau la position de l'avion à intervalles réguliers. Et je me suis souvenu que j'étais développeur web. Et donc du coup, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire. Donc comme je vous disais, sur le PC d'utilisateur, en fait, on va avoir X-Plane qui va envoyer des paquets UDP vers une adresse et un port qui sont paramétrables, en face duquel on peut mettre un serveur, par exemple en Node.js. Alors c'est pas ma stack initiale, mais c'est la stack sur laquelle je suis actuellement. Et ce serveur peut également servir donc une API JSON que va consommer un front, actuellement en React, qui va donc pouvoir afficher notre avion, etc. Ça c'est comme ça que c'est fait. Je vous montre un peu. Alors, je vous montre ici Airspaces, qui est donc. Alors, ça, c'est la version desktop. Donc, j'ai appelé ça Airspaces. Il y a une version desktop où vous voyez ici un avion qui arrive, qui a fait son petit pattern d'approche, qui a atterri à l'aéroport de Kansas City. Je vais aussi vous montrer la version en ligne, qui est celle sur laquelle je bosse actuellement. Alors, s'il y a un défaut démo, tant pis, parce que voilà, je vous le montre en live. Ça, c'est des gens qui actuellement sont en train de piloter sur X-Plane et qui ont branché leur X-Plane à ma carte. Et donc voilà, bon, ça avance pas très vite dans les avions à cette échelle-là de zoom, mais il y en a un qui vient de faire un looping là-bas. Je peux regarder ici celui-là, ici à Londres, celui-là je crois qu'il est en train de décoller d'Orly. Et il y a un menu ici, bon je peux faire pas mal de trucs, je peux en changer l'icône des gens, où est-ce que je vais le faire, où est-ce que je vais le faire. Tiens celui-là je peux changer son icône, je peux le suivre, hop, et ben voilà t'es en avion de chasse maintenant. Donc ça c'est Airspaces. J'ai fait ce truc-là, alors pas du tout dans la version que vous voyez. J'ai fait ce truc-là, je l'ai publié sur le forum des utilisateurs d'X-Plane. J'ai eu pas mal de retours positifs et aussi pas mal de sujets, enfin d'idées d'amélioration. Et donc c'est pour ça que ce projet-là, je l'ai poursuivi sur les 5 années qui ont suivi, bientôt 5. Et ça m'a appris plein de trucs et c'est ça que j'ai envie de vous partager ce soir. J'ai appris 3 trucs. Alors il y a 3 grandes choses que j'ai envie de vous partager ce soir. Et la première chose, c'est comment faire une application desktop. J'ai utilisé Electron, qui est sans doute pas inconnu des JavaScripteurs de la pièce. Mais je vais quand même vous en parler parce que c'est un truc vachement cool si jamais vous vous posez la question d'une application desktop. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement proche au final d'une application web. Ça rend la chose extrêmement proche. Donc Electron en fait il va permettre de packager deux choses dans une application desktop. Il y a quelque chose qu'on va appeler un main process qui va jouer un peu le rôle de serveur. C'est du Node.js, donc vous avez accès aux API système, etc. Le file system, le réseau. Donc vous n'êtes pas perdu, c'est du Node. Et vous avez plusieurs render process qui jouent le rôle de client, qui correspondent aux fenêtres en fait, de votre application desktop et qui sont des pages web. En fait, c'est des petits chromiums qui démarrent. Donc vous codez votre affichage comme une page web, vous codez votre logique comme un serveur Node et vous les faites communiquer entre les deux. Il y a deux manières de les faire communiquer. Du bon vieux HTTP comme en web, hein. Vous pouvez faire du HTTP, du HTTP2, des WebSockets si vous voulez.
Et il y a un deuxième mode qui tire avantage du fait que vous avez le main process et le render process sur le même ordinateur. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le l'inter-process communication, qui est un mode de communication donc synchrone en fait, qui va plus vite que le HTTP si vous ne pouvez pas passer par le HTTP pour faire communiquer votre back et votre front. Donc tout ça, vous allez pouvoir le packager dans une application desktop avec un process de build qui est bien fait et qui permet donc de builder une application qui ressemble à une application native pour Windows, pour Linux, pour Mac. Donc ça, c'est vachement bien. Ça m'a vachement accéléré le fait de... Enfin, ça m'a vachement aidé à fournir une bonne user experience à mes utilisateurs au niveau de l'installation de l'application. Donc ensuite, je vous parle aussi... alors, il y a quand même une difficulté par rapport à Electron, c'est que les OS, ils aiment pas trop les applications que les gens font comme ça. C'est pas le web, c'est un peu encore l'âge de pierre. Ils bloquent par défaut. Bon, alors, j'imagine qu'il y a des Linuxiens ici dans la pièce qui rigolent un peu sous cap. Mais sur Mac et Windows, vous avez des blocages. Donc en fait, ça ressemble à ça. Et en dessous, j'ai mis le prix que ça coûte pour pas être bloqué. Parce que c'est juste une question de payer en fait et de s'inscrire. Donc un défaut d'une application desktop, ça va être ça. Pour être reconnu sur un Mac, vous payez 100 € par an la Developer Membership d'Apple. Pour passer ces warnings-là sur Windows, vous devez acheter un certificat. Il y a plusieurs providers, mais ça coûte dans les 150 € par an. Donc ça, c'est un truc que j'ai dû non seulement techniquement apprendre à faire. Moi, j'ai fait le choix de payer. J'ai fait le choix pendant un moment, et puis après, j'ai changé d'idée. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on veut faire une application desktop. La deuxième chose dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est comment j'ai mis en place TypeScript. Alors le but, c'est pas de dire pourquoi TypeScript. J'en suis déjà convaincu, peut-être certains d'entre vous aussi, peut-être qu'il y a encore un débat entre TypeScript et Flow par exemple. Moi, j'étais convaincu par plusieurs projets au sein de Théodo que j'avais envie de mettre TypeScript sur mon projet. Et donc j'étais à l'étape de comment concrètement le mettre sur du code existant. Et donc du coup, la première question que je me suis posée, c'est tout simplement comment on installe TypeScript, comment on ajoute TypeScript au projet. Du coup, l'approche naïve que j'avais tentée sur un projet avec Théodo, c'était de mettre en place donc, TypeScript sur le code existant, c'est-à-dire en installant les paquets, le compilateur, le linter, en changeant mes process de build, en essayant d'isoler une sous-partie de mon application pour que je puisse la faire en TypeScript et le reste en JavaScript. Et je me suis pris les pieds dans le tapis, j'ai pas réussi, on a bloqué, et comme à l'époque c'était un peu une enquête, un truc technique qu'on voulait juste tester, on n'est pas allé plus loin que ça. Et du coup, quand j'ai voulu le faire sur mon projet perso, sur RSpecies, j'ai pris une autre approche, parce que je savais que celle-là, elle marchait pas trop. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un boilerplate TypeScript, qui existait, donc un truc basé sur Create React App, et j'ai plutôt migré mes fichiers de code un par un dans le nouveau boilerplate. Comme ça, je m'évitais le setup, et en fait, je passais mon temps à faire le vrai acte technique intéressant, qui était de typer mon code. Et donc ça, c'est intéressant, mais c'est aussi pas évident. Comment on va typer sa donnée? Donc moi, ma donnée ma donnée que j'utilise, ça ressemble à ça. Donc un objet JS qui représente un avion. Donc c'est les avions que vous avez vus sur l'application, ça a un nom, ça a une position, une altitude, etc. Et donc si vous avez pas forcément l'habitude de TypeScript, donc là on déclare un type, c'est-à-dire qu'on déclare la forme d'un objet avec les propriétés qu'ils vont avoir, les types de ces propriétés, et vous avez les petits points d'interrogation qui vous indiquent si la propriété peut être undefined ou pas dans l'objet, c'est-à-dire si elle peut ne pas exister ou si on est sûr qu'elle existe. Et donc du coup le but quand on type son application, c'est d'aboutir à des interfaces comme ça, et d'autres déclarations de type. Et il y a deux manières d'y arriver, que j'ai vues. Il y a une manière optimiste et une manière pessimiste. La manière optimiste, en fait, donc dans les deux cas, on va essayer de lister les propriétés de nos objets. Et dans la manière optimiste, on va supposer que les propriétés sont là, par défaut. Et potentiellement, on va se prendre les pieds dans le tapis parce qu'à un moment, on va avoir... d'ailleurs, je l'ai mis là. C'est ce qui est le plus rapide. Ça prévient la plupart des problèmes de nom que vous pouvez avoir. Si ça vous protège déjà au niveau du refactoring, si vous changez un nom, si vous faites une faute de frappe, etc. Par contre, ça ne vous empêche pas d'avoir les fameuses null pointer exception du JavaScript, le fameux cannot read property machin of undefined ou of null. Et donc là, parce que vous avez été optimiste, vous avez supposé que la propriété existait là où elle n'existait pas. Si vous êtes pessimiste, c'est-à-dire que si vous démarrez comme ça en mettant tout en conditionnel, ça vous empêche les fameux null pointer exception, mais ça vous fait ajouter des if partout dans votre code. Donc beaucoup de complexité qui potentiellement est inutile. Donc en fait, ça vous fait du code moins maintenable, etc. Et c'est aussi plus long parce que une fois que pour aboutir à la version réelle, vous allez devoir étudier réellement votre API,
vos objets pour voir si, quelles propriétés pour quelles propriétés est-ce qu'on peut se passer d'un if. Donc ces deux approches, moi j'avais fait l'approche optimiste, j'ai eu des bugs, mais c'était pas très grave, c'était mon projet perso. L'approche pessimiste, elle est peut-être plus intéressante sur un projet en prod où vous avez des utilisateurs, bon c'est mon cas, sur un projet un peu où vous êtes payé pour. Euh, et, euh, et donc là c'est peut-être à vous de décider, mais je voulais surtout vous présenter ces deux approches pour que vous puissiez prendre la bonne décision au moment où vous le faites. Voilà, ça c'était ce que j'ai appris sur TypeScript. Et j'ai envie de vous parler d'un troisième pilier qui est peut-être le truc le plus important que j'ai appris personnellement, qui m'a fait le plus progresser en tant que développeur. C'est ma maintainer experience à être le mainteneur donc d'Airspaces. Alors pourquoi j'ai envie d'en parler Parce qu'en fait sur un projet perso, en fait sur un projet de boulot, vous allez avoir des tâches plus ou moins intéressantes. Il y a pas mal de tâches intéressantes dans nos métiers de développeur, c'est cool. Mais il y a aussi des tâches pas intéressantes et vous les faites quand même parce que c'est votre job. Sur un projet perso, il n'y a pas de raison de faire les tâches pas intéressantes parce que c'est pas votre job, c'est votre temps libre, après tout, vous avez mieux à faire, etc. Le problème, c'est que il en a besoin quand même. Par exemple, répondre aux mails des gens, aider les gens à installer le truc, même quand ils sont un peu bêtes, il faut le faire quand même. Et donc du coup, donc elles sont nécessaires, ce que je disais. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est les automatiser le plus possible, enfin les éliminer de votre process. Il faut que pour que votre projet il reste intéressant, pour que votre projet vive en fait, il faut que vous éliminiez les tâches inintéressantes que vous avez à faire dedans, afin que ça reste intéressant pour vous et que vous continuez à le maintenir et que ça ne meure pas. Et donc du coup, on les automatise parce qu'il le faut et aussi parce que c'est vachement intéressant d'apprendre à automatiser certaines tâches autour du développement, c'est-à-dire par exemple le build. Donc moi quand je buildais mon application desktop, initialement j'allais sur mon Mac, sur le Mac là, je buildais la version pour Mac. Ensuite j'allumais ma tour Windows où il y avait Explain, je poulais le code et je buildais la version Windows. Ensuite je rassemblais tout ça sur une issue GitHub et j'avais pas de version Linux parce que j'avais pas d'ordi Linux. Dommage, alors que je savais que Electron pouvait le builder. Et donc du coup, ça paraît évident, mais il a fallu que je le mette en place. J'ai mis une CI. Donc avec Travis CI, vous avez assez naturellement des builds Linux gratuits quand vous êtes open source. Pareil pour Mac, ils ont moins de machines Mac, mais ils ont vraiment des Mac qui peuvent builder des applications desktop pour Mac. Et côté Windows, il y a une autre CI un peu moins connue qui s'appelle AppVior, qui vous fait des builds Windows. Et ensuite, le process de build d'Electron, il est bien fait parce qu'il permet à la fin, une fois que vous avez buildé vos applications pour les 3 OS, de les uploader dans une release GitHub à la fin. Donc ce qu'il fait, c'est que s'il y a une release GitHub qui est ouverte avec le numéro de version qui correspond au numéro de version de votre code qui est en train d'être buildé, et du coup automatiquement il va venir insérer les releases là-dedans. Et donc vous avez un build, vous avez une CI jusqu'au build, une CI CB qui vous met votre application packagée là-dedans. Donc ça c'est cool. Et après, les utilisateurs ils n'ont plus qu'à le télécharger. Oui mais où? Sur mon site. Alors du coup mon site, il faut que je mette à jour à chaque nouvelle release, il faut que je change les liens de téléchargement. C'est vraiment ennuyant. Du coup, j'ai préféré essayer d'automatiser ça. Donc du coup déjà pour avoir un site assez automatique, on peut utiliser GitHub Pages parce que GitHub héberge votre site, vous pouvez quand même le mettre sur votre nom de domaine, etc. Vous pouvez utiliser donc avec GitHub Pages un moteur de template qui s'appelle Jekyll. Et en fait, GitHub va injecter dans vos variables dans Jekyll des variables GitHub. Donc vous pouvez avoir accès par exemple à la dernière release et qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous pouvez avoir accès au nom du repo, au lien vers le repo. Vous pouvez avoir accès au changelog. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est les liens de téléchargement à chaque fois de la dernière release qui sont, dès que je push une release, mis à jour sur le site. J'ai fait un changelog en itérant sur mes releases en printant la description, le nom et les différents liens de téléchargement. Et donc j'avais un site qui se mettait à jour automatiquement à chaque fois que je faisais un build. J'ai mis aussi Google Analytics parce que ça m'intéressait de savoir combien j'avais de téléchargements. Ce qui paraît, c'est comme ça que j'ai pu vous dire que j'en ai eu pas mal sur mon application desktop. Le problème suivant que j'ai eu, c'était les retours utilisateurs que j'avais. Et il y avait pas mal de retours positifs, mais il y avait aussi des gens qui me disaient qu'ils avaient des problèmes, ça marchait pas, ils n'arrivaient pas à faire communiquer leur back et leur front au sein de l'application Electron. Et ça, ils ne savaient pas me le dire comme ça parce que c'est plutôt des gens qui ont environ la quarantaine ou la cinquantaine et qui n'ont pas l'habitude de toucher à ce genre de choses. Et du coup, c'était plutôt à moi de comprendre qu'ils avaient a priori des problèmes d'antivirus ou de firewall qui empêchaient des ports d'être ouverts et d'écouter sur l'ordinateur. Alors, une fois ou deux, j'ai essayé de les aider sur leur firewall, mais bon,
C'était vraiment, vraiment compliqué à chaque fois. J'ai beaucoup abandonné, j'ai beaucoup cessé d'aider des gens malheureusement. Et donc à un moment je me suis dit, bon, avoir un serveur sur les ordinateurs des gens, c'est pas vraiment viable en fait. J'aimerais bien centraliser le serveur et faire une version online. Ça m'a permis aussi de simplifier le code, d'enlever tout ce qui était build, électron, etc. En fait, j'avais plus que la partie node qui tournait sur un serveur dans un Docker, et j'avais le front qui restait le front, hein, parce que il n'y a pas de raison qui change. Et en plus, je cessais de payer les certificats à 250 € par an rien que pour que ça marche sur Mac et Windows. Donc ça, c'était vachement cool. Et ensuite, alors le problème avec ça, c'est que dans ma version desktop, je peux avoir une espèce de système de room où les gens ils se connectaient entre eux. Ils jouaient en multi sur Xplane, ils avaient leurs avions à eux de leurs potes sur la même carte, mais ils n'avaient pas tout le monde. Moi, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la carte vraiment publique worldwide où tu as vraiment tout le monde dessus. Et là, il me fallait encore recréer cette espèce de système de room ou d'airspace, d'où le nom de l'application. Et donc, du coup, pour le faire, je me suis dit, ça tombe bien, j'ai fait un Docker, donc je vais pouvoir en lancer plusieurs en fait. Et donc, les gens qui voulaient leur espèce de room à eux, ils pouvaient, contre un peu d'argent, me demander. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je déployais un nouveau Docker. Leur Xplane se branchait au nouveau Docker, je leur donnais une IP à un port différent. Je déployais aussi au niveau de mon DNS un nouveau sous-domaine auquel ils pouvaient se connecter pour afficher leur carte. Et tout ça, je le faisais automatiquement grâce à un provisioning avec Ansible, où je changeais juste une variable dans un fichier de variables chiffré sur Ansible, avec Ansible Vault. Et du coup, je lançais un provisioning, ça démarrait le Docker, ça mettait à jour mes records DNS grâce à l'API de VH. Et en environ 2 minutes, je pouvais répondre à la demande d'un utilisateur d'avoir son petit airspace à lui. Donc j'avais rendu ça payant, parce que je me suis dit, ça serait quand même bien de pouvoir gagner au moins assez d'argent pour rembourser mon serveur. Et en fait, le problème, c'est que j'ai eu un client, et je l'ai eu là en juillet. Et ça m'a très vite stressé parce que j'avais un client, donc j'étais un peu responsable de quelque chose que je devais lui fournir. Il attendait un service, une garantie, un SLA, enfin quelque chose en retour de l'argent qu'il me donne. Et en fait, c'était 5 € par mois, donc j'avais pas non plus tout plaqué et passé mon temps à m'occuper de lui, quoi. Donc du coup, voilà, ça incitait pas à avoir ce genre de disponibilité. Et donc du coup, là, il y a une semaine, je l'ai contacté, je lui ai dit arrête de me payer. Je préfère rester sur un mode différent pour quand même gagner un peu d'argent. Je suis en donationware, c'est-à-dire que du coup j'ai un lien PayPal pour que les gens puissent me donner des sous. J'ai aussi Patreon, je sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui permet de sponsoriser les gens tous les mois. Enfin, vous avez une sorte de mécène en fait. Alors là, j'ai pas encore de gens là-dessus parce que c'est pas du tout le même engagement. Mais j'ai fait une petite vidéo, donc on sait jamais, peut-être que j'aurai quelqu'un un jour. Et j'ai découvert une petite licence cool pour mon code. C'est la licence Beerware qui dit la chose suivante. Si vous avez trouvé mon code cool ou mon application cool et que vous me croisez un jour, vous pouvez me payer une bière. Et donc voilà, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça cool, j'ai mis ça sur mon application. Voilà, c'était mes 3 apprentissages sur mon application, sur les 5 ans de maintainer experience de l'application Airspaces. J'espère que ça vous a plu. Je crois qu'on va avoir une phase de questions. Après ça, du coup, le talk aussi, il était sous licence Beerware, donc à bon entendeur. Merci. Je sais pas s'il y a des questions. Ouais. Ouais. Sur tes projets, quels ont été les points compliqués quand on veut faire une migration de TypeScript sur un code déjà existant qui doit rappeler la partie GCE? Ouais. C'est quoi les sujets qui reviennent ou intégrer TypeScript sur un projet? Ouais, je pense qu'on avait un process. Alors, l'un des pain points, c'était le build webpack existant, qui était déjà un peu composé de plusieurs choses. On avait déjà une application qui était un agglomérat de plusieurs build webpack un peu différents. Et donc, du coup, en ajoutant du TypeScript là-dedans, on s'est battu avec et on n'a pas trop réussi. Je pense que c'était surtout ça. Et après, il y avait aussi la courbe d'apprentissage en parallèle de ça, de juste apprendre TypeScript, apprendre comment ça marchait, sachant qu'on était en 2017 et que TypeScript était moins avancé à l'époque et les outils aussi. Ouais. C'est quoi les prochaines features de l'application? Prochaine feature d'Airspaces, j'aime bien réagir aux demandes des utilisateurs parce que les quelques fois où j'ai fait un truc à ma tête, en fait, à la fin, je l'ai enlevé parce que c'était nul. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est soit une espèce de vue récap du vol où on voit une courbe, altitude, etc. Je sais pas si c'est ce que vous voyez aussi, par exemple, si vous regardez les sites suite à des crashs d'avion, souvent ils vous montrent l'avion qui est monté, qui est descendu et qui malheureusement s'est crashé. Moi, je fais du simulateur, donc je peux montrer des crashs d'avion. Il n'y a pas mort d'homme, c'est cool. Donc je vais peut-être faire ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre?
montrait des plans de vol, c'est-à-dire non seulement le chemin qu'a fait l'avion, mais le chemin que l'utilisateur a prévu qu'il fasse pour voir s'il a bien suivi son plan de vol. Dans ton interface sur la position des avions, Ouais. il n'y avait pas de paramètres qui indiquaient la direction. Heading, c'est le cap. Ah, c'est. Ça en degrés. Ouais, c'est des degrés, ouais. C'est des degrés. Et ça, pour le coup, c'est pas Explain qui m'importe. En fait, la vitesse et le cap, c'est pas Explain qui me les exporte. Je les déduis sur un range de 30 secondes de data de position. Avec une libjs qui me fait de la géographie comme ça. Ouais. Ça marche la donation du coup? J'ai eu. Alors, si j'enlève les 300 € que j'ai eu d'un gars parce qu'il voulait que je lui développe un truc, j'ai dû avoir une petite centaine d'euros en tout. Donc, c'est pas mal. Pour du coup quelques milliers de téléchargements de la version desktop et une vingtaine d'utilisateurs en live en permanence. Donc il y a quand même une petite portion, très petite portion des gens qui donnent de l'argent. Mais en fait, dès lors que tu as une relation avec eux, c'est-à-dire notamment j'ai constaté que ceux avec qui j'ai échangé des mails, très souvent ils me donnaient de l'argent à la fin parce qu'ils avaient vu l'humain derrière. Est-ce que des fois tu reçois, parce que j'ai un projet perso aussi, des fois je reçois des mails, salut l'équipe, est-ce que tu reçois aussi ce genre de mail où genre, après ils découvrent que tu es tout seul et à la phase de support ça se passe mieux parce qu'ils comprennent que c'est une personne ou quoi? Ah, je sais pas. Toi t'arrives à j'ai l'impression qu'on est obligé de personnifier un peu son projet, se mettre en avant et se marketer soi-même. Un peu comme si on était un agriculteur et sur une bouteille de lait, quoi, ça devient mieux. Non, Bah mais alors- limite, hein, vraiment. Ouais, le truc c'est que je sais pas, moi ce qui joue peut-être c'est que mon mail de support c'est foucault.degeorges@gmail.com, donc il se doute bien que c'est un humain. Je sais pas si toi t'as un mail un peu générique. Donc voilà, c'est peut-être ça qui joue en fait. Peut-être invente un faux prénom à ton mail, et puis, Non, j'ai l'impression. ou le tien d'ailleurs, le vrai prénom. Comment c'est? Ah, d'accord. Ouais. Alors en fait c'était souvent en configuration multijoueur ou juste multi-device. L'utilisateur il allait avoir son application AirSpaceIt qui tournait sur le même ordinateur que Explain. Et donc ensuite il voulait regarder par exemple la carte sur sa tablette. Et donc pour se connecter depuis sa tablette à l'application AirSpaceIt qui devait servir la donnée, c'est là qu'en fait il faut qu'un port soit ouvert au niveau de la machine qui a l'application AirSpaceIt. Et donc très souvent c'est ce que l'utilisateur n'arrivait pas à mettre en place. Ouais. Est-ce que vous pensez à mettre le projet en open source Il est open source le projet. Est-ce qu'il y a parmi les enthousiastes d'Explain des développeurs comme vous? J'en ai croisé, il y a des gens qui m'ont fait des petites. J'ai eu une PR une fois. Après, je pense qu'honnêtement, il y a un peu une base utilisateur, comme je disais, qui est un peu plus âgée. Et c'est assez disjoint avec le monde des développeurs. Mais par contre, moi, ce que j'espère, c'est peut-être d'attirer l'attention des développeurs d'Explain pour qu'ils m'aident ou j'en sais rien, ils intègrent le truc et qu'on puisse bosser ensemble. Ouais, dis-moi. Au début, tu as parlé de Explain qui exportait via UDP toutes ces informations. Mhm. Mais alors, sur ta version en ligne, comment est-ce que tu récupères ces informations et s'il y a une manip à faire, est-ce que ça se fait de façon relativement transparente pour tes utilisateurs? Alors, mes utilisateurs, ce qui se passe, c'est que je leur demande de rentrer dans une page de configuration d'Explain et de rentrer une adresse IP, qui est celle de mon serveur, et un port. Et donc, ils disent à Explain d'envoyer la data sur mon serveur. Donc, alors, j'ai pas encore, je sais pas si tu voulais en arriver au sujet un peu des données, etc. J'ai pas encore précisé ce que je faisais à mes utilisateurs, ce que je faisais des données. La réponse est que j'en fais rien. Donc, je les oublie, ils sont en mémoire vive et pas de trucs tombent. Mais ouais, globalement, ils m'envoient en permanence leurs data. C'est des paquets UDP. Très souvent, ils oublient qu'ils sont en train de m'envoyer leurs données, donc ils sont en train de voler tranquillement et ils savent pas du tout qu'ils sont sur la carte. Mais voilà. Ouais, dis-moi. Ok. Pourquoi vous avez utilisé Electron pour la programmation du projet? Quels étaient les avantages qu'Electron a besoin? Alors, j'ai utilisé Electron parce que la solution que j'avais avant, alors la première solution que j'ai eue, c'était d'avoir un serveur WAMP qui tournait sur l'ordinateur de la personne, parce que c'est la première chose que j'ai codée, c'est la première chose que je savais faire. Ensuite, on m'a assez vite dit, c'est dommage d'avoir installé toute une stack de web serveur en local juste pour faire tourner ça. Je me suis dit, je vais peut-être faire du Java, parce que la plupart des gens ont déjà Java sur leur ordinateur. Donc du coup, j'ai exporté un point jar, j'ai donné aux gens un point jar, je leur demandais de le lancer en ligne de commande,
et ensuite il y avait le client qui s'ouvrait. C'était pas dingue non plus, parce qu'il y avait de la ligne de commande, et donc du coup là c'était la première solution qui permettait d'avoir l'expérience classique des gens, c'est-à-dire je double-clique sur un truc avec une icône, et ça s'ouvre. Donc c'est pour ça que je suis passé sur Electron, et j'ai pas comparé avec d'autres solutions équivalentes de packaging d'applications desktop, qu'elles soient natives ou basées sur le web comme ça. Ouais, dis-moi. Tout à l'heure, tu as parlé de création d'images Docker pour pouvoir échanger entre plusieurs utilisateurs dans une room privée. Non Ouais. Ils veulent échanger pourquoi? Pour discuter entre eux ou bien Ils veulent se voir uniquement eux. Ils sont un groupe de personnes qui pilotent ensemble, qui connectent leur Xplane ensemble pour piloter ensemble dans Xplane. Et en fait, ils veulent que la carte reflète ça, c'est-à-dire qu'il y ait eux tous, et personne d'autre sur la carte. D'accord. Et donc, du coup dès qu'ils ont ce souhait-là, tu crées une image, tu as des marques, tu copies les différentes choses qui sont intéressantes dans le conteneur et elles se rendent. Ouais, alors l'image, je l'ai déjà, c'est toujours la même image. À partir d'une image de Node. Ouais, c'est une image Node, oui, donc je crée mon image à moi que je push. Je me base sur une image Alpine Node, j'installe mon back dessus. Ça contient entre guillemets la base de données parce qu'en fait il n'y a pas de base de données, c'est purement de la mémoire vive. Et donc quand j'en ai deux, du coup j'ai deux bases de données d'avions différentes, ça tourne sur deux ports différents sur la machine. J'ai Docker Compose sur le serveur pour justement gérer ça, le fait qu'il y ait des ports différents, plusieurs fois la même image. Et ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est que je donne à l'utilisateur un port différent auquel il envoie la donnée. Et donc, ça va parler à un Docker différent, à un conteneur Docker différent de la même image. Cette image-là, elle est visible que pour les utilisateurs qui ont souhaité la démarrer. En termes d'accès, tout le monde peut accéder aux airspaces de tout le monde s'ils connaissent l'adresse. Par contre, pour envoyer la data, il faut connaître le port qui est un numéro à 4 chiffres et donc ça se devine pas S'ils facilement. connaissent les positions des autres appareils en dehors de Les autres appareils, s'ils envoient dans le même airspace, oui. Du coup, s'ils envoient dans un autre airspace à côté, non, la donnée n'est pas partagée. Ouais. Par rapport à quand ça se rapproche, j'ai pas bien compris le rôle d'Ansible en fait là-dedans. Du coup, ça sert à provisionner. Attends, je vais essayer de te retrouver le schéma. C'est passé très vite le schéma. Ouais, c'est vrai que on m'a fait le retour qu'il y avait beaucoup de choses en très peu de temps. Donc en fait, là sur les trucs orange en colonne droite, c'est le container Docker dont je parlais. Et Ansible dont j'utilise pour faire du provisioning. Donc je décris un état final dans Ansible que plusieurs Docker airspace doivent exister sur mon serveur et tourner sur des ports différents. Je décris aussi dans Ansible que plusieurs records de DNS doivent exister qui pointent sur le même serveur. Je décris aussi dans Ansible que plusieurs fichiers de config Nginx doivent exister en amont du front, je ne l'ai même pas représenté en fait, pour dispatcher les utilisateurs web en fait sur le bon airspace. Et donc avec Ansible, du coup il m'écrit les fichiers Nginx qui vont bien, il me démarre les Docker qui vont bien, il me modifie mon record DNS chez OVH et il fait tout ça d'un coup en 2 minutes et voilà, ça se setup comme ça. Tu n'as jamais été contacté par Xplane Ben non. Ça pourrait être marrant de voir qu'ils intègrent ça et que tu es carrément la carte du monde de tous les bons qui... Ouais, j'adorerais, mais bon, je sais pas, là il me manque peut-être un peu de marketing pour que je sois visible. Bon, merci pour le talk. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez très bien discuter après, pour le guidage qui viendra après. On va passer au talk suivant. Merci.